Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Oh, l'entrée en matière dramatique. Ouais, il faut bien ça, parce que ces vers, c'est pas juste de la poésie classique bien sage qu'on apprend au lycée. Non, c'est sûr. C'est carrément le cri de guerre d'une pièce qui a bien failli, en fait, détruire la carrière du plus grand dramaturge de son époque. On est à Paris le 1er janvier 1677. Une date clé. Exactement. Et le théâtre, à ce moment-là, c'est pas du tout ce lieu de recueillement hyper silencieux qu'on imagine aujourd'hui. Ah non, c'est plutôt une arène de gladiateurs. C'est ça. Et cette plongée au cœur de nos sources historiques va nous emmener direct dans les coulisses de l'une des guerres littéraires les plus violentes du XVIIe siècle. Une vraie guerre, le mot n'est pas trop fort. Oui, parce qu'il faut oublier l'image de l'artiste intouchable sur son piédestal. Le document qu'on examine aujourd'hui, il nous montre comment un chef-d'œuvre absolu, donc Phèdre de Jean Racine, a d'abord dû survivre à un sabotage en règle, quoi. Un sabotage, une rivalité féroce et un lancement, mais totalement désastreux. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'histoire littéraire, elle a une fâcheuse tendance à lisser les angles, tu vois. Ouais, on ne garde que le succès final. Exactement. On étudie ces textes en oubliant la sueur, la peur et même l'humiliation qui ont accompagné leur création. Et la source qu'on dissèque aujourd'hui, elle lève le voile sur une chronologie super chaotique. Ça montre que ça tient à un fil, en fait. Absolument. La survie d'une œuvre majeure, ça tient parfois à rien du tout. Et ça nous rappelle que le triomphe immédiat, c'est rarement un bon indicateur de génie. C'est clair. Mais du coup, pour saisir la violence de la chute de Racine, il faut d'abord, je pense, mesurer la hauteur du sommet où il était. C'est indispensable, oui. Faut poser le contexte. Donc on plante le décor. Vendredi 1er janvier 1677, on est à l'Hôtel de Bourgogne. C'est un peu la scène la plus prestigieuse de la capitale, non? C'est ça, c'est le lieu où il faut être. Et Racine présente sa nouvelle tragédie. À ce moment précis, le mec est au zénith absolu de sa carrière. Il est intouchable. Enfin, en apparence. Ouais, pour donner un équivalent moderne, ce serait genre le réalisateur star qui rafle tous les Oscars depuis 10 ans. Il est adulé par la critique et bim, il dévoile son film le plus ambitieux le soir du Nouvel An. Le public parisien trépigne d'impatience. Tout le monde attend ça. Tout semble aligné pour un carton total, quoi. Sauf que... Sauf que quoi? Le sommet, c'est par définition un endroit où l'air se raréfie, tu vois. Et où tu es exposé à tous les vents. Ouais, la cible à abattre. Exactement. Être la figure centrale de tout un écosystème culturel, c'est concentrer la lumière sur soi, certes, mais c'est surtout plonger tous tes rivaux dans l'ombre. Ah, et ça crée des frustrations. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Le milieu intellectuel et mondain parisien de l'époque, il fonctionnait pas sur la bienveillance, hein. J'imagine bien le nid de vipère, hein. Totalement. C'était un monde de factions, de mécènes, de coteries, et plus Racine accumulait les succès, plus il générait une frustration silencieuse chez ses pairs. Et chez le public aussi? Chez une bonne partie du public mondain, oui. Des gens qui n'attendaient qu'une seule chose, en fait. Le voir se planter? Le voir trébucher, ouais, l'humilier publiquement. Bon, j'entends bien l'argument sociologique. Le public qui adore voir tomber ses idoles, c'est vieux comme le monde. C'est pas nouveau. C'est un classique. Mais quand même, si le texte est aussi brillant que ce que l'histoire en a retenu, la force de l'œuvre en elle-même, elle devrait pas suffire à balayer toutes ces rumeurs. Ah, la qualité pure qui s'impose toute seule. Bah oui, face à une salle remplie de connaisseurs, ça devrait marcher, non? Ça, c'est vraiment de l'idéalisme romantique, je t'assure. L'art, il n'est pas dans le vide. La réception d'une pièce, elle dépend à fond du climat psychologique de la salle, et ça bien avant que le premier mot soit dit sur scène. L'ambiance avant le lever de rideau, quoi. C'est ça. Et dans le cas de Racine, il faut dire qu'il tendait lui-même le bâton pour se faire battre. Ah bon? Comment ça? À cause du sujet même qu'il avait choisi. L'intrigue de Phèdre, c'est une véritable poudrière morale pour l'époque. Ah oui, l'intrigue. Parlons-en de cette intrigue incandescente. Parce que la pièce, au début, elle s'intitulait « Phèdre et Hippolyte », c'est ça? Exact. Et le point de départ mythologique, c'est tout sauf tiède. On a Phèdre, qui est consumé par une passion viscérale. Et complètement interdite. Voilà, pour son beau-fils, Hippolyte. Pendant ce temps, son mari, le fameux héros Thésée, il est parti et tout le monde le présume mort au combat. Le fameux vide de l'autorité, oui. C'est ça. Sans son mari, Phèdre perd complètement pied, elle cède à cette passion qu'elle voit comme une maladie envoyée par les dieux, et elle finit par avouer son désir à Hippolyte. Et lui, évidemment, la réaction est catastrophique. Il est horrifié, il la rejette avec un dégoût total. Et c'est là que le coup prétombe, parce qu'il y a un retour inattendu. Thésée n'est pas mort. Exactement. Thésée n'est pas mort. Et son retour, c'est le catalyseur dramatique parfait, tu vois. Le timing du pire. À la seconde où il pose le pied dans le palais, la tragédie devient totalement irréversible.
Les mots de Phèdre ont été prononcés, l'aveu de ce désir tabou, il flotte dans l'air, il a déjà tout contaminé. Et le retour à l'ordre, incarné par le mari, ça force la destruction de tout le monde. C'est inévitable, oui. Rien qu'en résumant, la tension, elle est ouf. Mais ça m'amène à un point qui me laisse un peu perplexe en lisant nos sources, pour être honnête. Je t'écoute. Le fond de cette pièce, c'est un chaos d'émotions brutes, de la terreur, des tabous sexuels, une folie limite suicidaire. C'est très sombre, oui. Mais en même temps, on sait que l'œuvre, elle respecte à la lettre le cadre ultra rigide de la tragédie classique. Ah, la fameuse règle des 3 unités. Voilà. Les Alexandrins, la règle des 3 unités. Franchement, pourquoi enfermer une matière aussi sauvage, aussi organique, dans un corset mathématique pareil? Ça risque pas d'étouffer l'émotion de faire ça? Si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est tout l'inverse en fait. C'est précisément cette contrainte qui crée toute la force de frappe de la pièce. Sérieux? Un corset, ça contraint pourtant. Faut pas voir les règles classiques comme un corset esthétique. Imagine plutôt ça comme un barrage hydroélectrique. Ok, je vois l'image. Plus le béton du barrage est rigide et épais, plus la pression de l'eau qu'il retient derrière devient violente, tu vois. Ouais, l'eau cherche à exploser le mur. C'est ça, la règle des 3 unités, elle exige que l'action se déroule en un seul lieu, en 24 heures, et autour d'une seule crise. Donc les personnages ne peuvent pas juste partir et faire une pause. Impossible. Ils ne peuvent pas fuir, ils n'ont aucun recul. Ils sont littéralement piégés dans ce palais et forcés d'affronter leurs démons dans un espace hyper confiné. C'est une vraie cocotte minute en fait. La compression du temps et de l'espace, ça fait bouillir l'intrigue jusqu'à l'explosion. Bon, d'accord. L'unité de Lyo comme cocotte minute, ça je saisis bien. Mais qu'en est-il de la forme pure du vers? L'alexandrin? Ouais, l'alexandrin. C'est un rythme hyper régulier, presque métronomique. Comment la parfaite musicalité de 12 syllabes, ça peut traduire la perte de contrôle totale d'une femme rongée par une passion incestueuse? Parce que Racine, et c'est là qu'il est génial, il utilise justement la structure pour montrer la fracture. Ok, explique-moi ça. Puisque le public de l'époque connaît par cœur le rythme attendu de l'alexandrin, la moindre variation devient un événement psychologique majeur. Ah, donc il casse le rythme exprès. Exactement. Il joue avec la césure, tu sais, cette pause habituelle au milieu du vers. La coupe à la 6e syllabe? Voilà. Parfois, il la déplace, ou il brise complètement ce rythme régulier pour imiter littéralement le souffle court de Phèdre. Genre sa respiration hachée? C'est ça. Sa respiration hachée par la panique ou par la honte. La forme mathématique, elle masque pas l'émotion, elle sert carrément de sismographe. Oh, waouh! Elle souligne à quel point les personnages luttent désespérément pour garder une façade de dignité, alors qu'en fait, ils sont en train d'imploser de l'intérieur. C'est la friction entre la mécanique rigide et la sauvagerie du fond. C'est exactement ce qui fait de l'œuvre un modèle absolu de l'art dramatique. Bon vu comme ça, c'est brillant. Donc, on récapitule. On a un texte d'une puissance psychologique inouïe, Oui, maîtrisé à la perfection absolue, signé par le mec le plus célèbre de France. tout est là. On est le vendredi 1er janvier, la bombe éclate sur scène. Normalement, l'histoire devrait s'arrêter là, sur un triomphe majestueux. Normalement. Mais les sources disent le contraire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le document historique, il nous dévoile un rebondissement mais stupéfiant. Le fameux coup de théâtre du 3 janvier. Ouais, le chronomètre tourne et dès le dimanche 3 janvier, soit, exactement 48 heures plus tard, t'as un dramaturge inconnu nommé Pradon qui fait jouer sa propre pièce. Et devine comment elle s'appelle? Elle porte exactement le même titre, Phèdre et Hippolyte. Et elle exploite la même mythologie. C'est un véritable attentat théâtral, tu sais. Mais c'est de la folie. J'essaie de transposer ça dans l'industrie moderne du divertissement. C'est genre un méga studio qui sort son film événement le vendredi et un studio rival, juste pour saboter le truc, sort un film avec le même nom, la même histoire, le dimanche, pour s'entretuer au box-office. C'est une opération militaire orchestrée, c'est pas du tout une coïncidence. L'audace du jeune Pradon est folle, oui, mais il n'était pas seul. Il avait des appuis. Énormément. Nos sources éclairent vraiment les mécanismes de ce qu'on appelait une cabale à l'époque. Une cabale, donc un complot. Oui, mais c'est pas juste un groupe de critiques qui s'amusent à écrire des articles négatifs dans leur coin, hein. C'est une véritable entreprise de démolition, et elle est financée. Financé par qui? Par les pires ennemis de Racine. Souvent des gens issus de la haute noblesse, comme la duchesse de Bouillon par exemple. Ah ouais, les grands moyens. Leur objectif unique, c'était de faire chuter le monument Racine. D'accord, mais concrètement, comment on opère une cabale comme ça? On peut quand même pas forcer le public, les gens normaux,
a pas aimé une bonne pièce, si? Forcer, non. Mais manipuler l'expérience en salle, oui. Et les instigateurs, ils ont mis un pognon fou là-dedans. Ils ont payé des gens? Oui, ils ont carrément acheté toutes les places des premières loges pour les représentations de Racine, juste pour les laisser vides, ostensiblement. Attends, la salle de Racine était vide devant. Au premier rang, oui. Et pire, aux autres places, ils installaient des spectateurs payés pour bâiller bien fort, murmurer pendant les scènes importantes, rire au mauvais moment, Oh la vache, l'angoisse. et siffler les répliques clés. L'expérience globale de la représentation, elle en sortait totalement détruite pour le vrai public. Le sabotage parfait. Et pour Pradon, il faisait quoi? L'inverse exact. Ces mêmes figures influentes achetaient les meilleures places pour le spectacle de Pradon et applaudissaient à tout rompre. Pour simuler un triomphe populaire. Voilà, manipulation de masse pure et simple. C'est fou de se dire que ça existait déjà comme ça. Mais il y a un truc que je pige toujours pas. Les rumeurs, l'argent, les sifflets, ok. Ça crée du bruit social. Oui, Mais le public parisien de l'époque, c'était pas des idiots, c'était des aristocrates hyper éduqués, des lettrés. Comment ils ont pu tomber dans le panneau, même temporairement, et préférer la version de Pradon? Surtout qu'on sait aujourd'hui qu'elle est hyper mauvaise. c'est la grande question. Mais pour comprendre ça, faut vraiment regarder ce que chaque auteur proposait au fond. Le fond du texte. Oui. Racine y proposait un art dangereux, dérangeant. Sa Phèdre, elle assume l'horreur de ses pulsions. Elle est viscéralement coupable, et elle le sait. Ça te met face à l'abîme de l'âme humaine, tu vois. Ça fait peur, quoi. Exactement. Pradon, de son côté, il a produit ce qu'on pourrait appeler de l'art confortable. C'est-à-dire? Il a édulcoré le mythe de base. Complètement. Il a modifié l'intrigue juste pour atténuer le malaise. Ah, genre il a lissé les angles de l'histoire. Voilà. Dans sa version, Phèdre n'est pas vraiment coupable de bout en bout, il y a des excuses. Hippolyte, c'est juste un amoureux transi assez cliché, un prince charmant classique. Ah oui, rien à voir avec le rejet terrifié de Racine. Rien à voir. Tout ce qui est violent, viscéral et terrifiant chez Racine devient tiède, bienséant. Ça se plie à la morale bien sage des salons parisiens. D'accord, je vois. Donc face au choc frontal et brutal de Racine, le public, un peu secoué, a préféré la sécurité de Pradon. Une grande partie du public de 1677 a eu besoin de se réfugier dans cette version rassurante, oui. Ça flattait leurs attentes morales sans jamais les bousculer. C'est littéralement la victoire du confort sur le génie. C'est une explication redoutable. Et d'ailleurs, c'est bien ce que nos sources confirment. Lors de cette fameuse première semaine, c'est Pradon qui gagne la bataille littéraire à Paris. Haut la main, oui. Racine encaisse le premier grand revers de toute sa carrière. Franchement, on imagine l'humiliation terrible. T'es un artiste immense et tu te fais vaincre par une version aseptisée de ta propre œuvre. La claque monumentale. Mais alors comment la situation elle a fini par se retourner? Parce que bon, aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne connaît le nom de Pradon, alors que la Phèdre de Racine, elle est étudiée dans les écoles du monde entier. Eh bien, le retournement, il n'a pas du tout été immédiat. L'arbitre de ce conflit littéraire, ça n'a pas été un critique éclairé du roi ou une autorité quelconque. Ça a été quoi alors? Ça a été le temps. Tout bêtement, le temps. Le temps a fait son œuvre. C'est ça. Faut bien comprendre qu'une cabale, ça demande une énergie et un financement de dingue. Maintenir une telle illusion sociale, ça coûte hyper cher. Ah oui, il faut continuer à payer les siffleurs tous les soirs. Exactement. Au fil des semaines, les mécènes de Pradon, ils se sont lassés de payer pour remplir des salles. L'excitation mondaine de la pure méchanceté s'est évaporée. L'effet de nouveauté est retombé, quoi. Voilà. Et quand le bruit social s'éteint, quand les sifflets rémunérés s'arrêtent, qu'est-ce qui te reste? Il reste juste le texte nu. Et l'architecture de la pièce. Et là, la différence est flagrante, j'imagine. Précisément. Sans tout le tapage autour du scandale, la pièce de Pradon s'est révélée pour ce qu'elle était vraiment, creuse, périssable, incapable de tenir la route à la lecture. Alors que Racine, Racine, dépouillé du drame de ce lancement raté, il a commencé à révéler toute la puissance de son ingénierie poétique. Les lecteurs, chez eux, dans le calme de leur bibliothèque, loin de l'hystérie de l'hôtel de Bourgogne, ils ont enfin pu écouter le texte. ils ont pu mesurer la justesse foudroyante de la psychologie des personnages. Le temps a agi comme un solvant. Un solvant qui a dissous le contexte toxique du mois de janvier 1677, c'est une super image. Ça laisse intacte la vraie stature de l'œuvre. C'est tout à fait ça. Et c'est là que le verdict final, il est scellé, bien plus tard, par une autre figure colossale. Les documents qu'on a soulignent une citation de Voltaire. La fameuse citation qui enterre Pradon. Ouais,
Voltaire, il grave Racine dans le marbre et il qualifie sa Phèdre de, je cite, « chef-d'œuvre de l'esprit humain Et l'utilisation du terme « esprit humain » par Voltaire, c'est pas anodin du tout. ». Ah ouais? En quoi c'est si important? Il élève l'œuvre bien au-delà de la simple réussite du théâtre français de l'époque. Il la place au niveau des grandes victoires de l'intelligence et de la sensibilité universelle. La revanche de Racine est totale du coup. Absolument total. Ça dépasse largement la petite guéguerre avec Pradon pour s'inscrire dans l'éternité, tout simplement. C'est fou. C'est une trajectoire qui donne sérieusement à réfléchir, je trouve. L'histoire qu'on vient de décortiquer là, ça dépasse de loin le cadre du théâtre du XVIIe siècle. Complètement. C'est intemporel. Ça pose vraiment une loupe sur la différence énorme entre le bruit social d'un côté et la valeur intrinsèque de l'autre. Dans notre monde actuel, qui est quand même de plus en plus dominé par l'instantanéité, les clashs sur les réseaux, les lancements fracassants... Les fameuses polémiques de 48 heures. C'est ça, oui. On a hyper souvent tendance à confondre le succès d'un week-end d'ouverture avec la vraie pertinence d'une œuvre. Et à l'inverse, on condamne souvent beaucoup trop vite ce qui nous dérange sur le moment. Mais oui, la dynamique, elle reste strictement la même aujourd'hui. L'art qui bouscule, l'art qui refuse de rassurer son public ou d'édulcorer son propos, il s'expose inévitablement au rejet, c'est presque mécanique. Et j'imagine que pour les créateurs, la tentation de faire du Pradon, de faire un truc lisse et sécurisant, elle est énorme. Elle est constante, justement pour éviter la vague de haine et l'humiliation que Racine s'est prise de plein fouet. La grande leçon de 1677, c'est que l'obsolescence, elle frappe toujours l'art de confort en premier. Waouh. Ben écoute, on a démarré cette réflexion avec le poison de la passion mythologique qui glissait dans les veines d'une reine, et on a fini par observer les mécanismes de l'emprise, de l'illusion sociale et de la jalousie dans le monde bien réel des intellectuels parisiens. La réalité dépasse souvent la fiction, comme on dit. De résilience créative absolue. C'est un cas d'école. Alors à tous ceux qui nous écoutent, si cette analyse historique s'est révélée utile pour décoder un peu les coulisses de la création et de la réception artistique, l'abonnement, ça reste le meilleur moyen de soutenir l'émission pour nos futures plongées dans les sources. C'est important. L'histoire de nos cultures, elle prend tout son sens quand elle est échangée et discutée, alors le partage de ce décryptage est évidemment super bienvenu. Un grand merci pour l'attention que vous avez accordée à ce récit aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles explorations historiques. Et juste pour clore ce chapitre sur les triomphes trompeurs et les échecs fondateurs, je dirais qu'il y a une dernière perspective qui mérite qu'on y réfléchisse. Si la Phèdre de Racine a eu la chance et surtout le temps de survivre à la cabale qui essayait de l'effacer, Ouais. combien d'autres œuvres grandioses qui étaient, elles, moins protégées par le statut de leur auteur, n'ont jamais eu cette chance et demeurent à ce jour de purs chefs-d'œuvre asphyxiés dès leur tout premier week-end d'existence.